Bonjour Bruno Gollnisch. Bonjour. Nous avons commémoré en France le 11 novembre le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. On va passer un petit peu de temps, si vous le voulez bien, sur le sujet. D'abord, est-ce que vous étiez présent aux cérémonies à Paris ou avez-vous au moins entendu le discours qui a fait Emmanuel Macron? J'ai beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Je n'étais pas présent à Paris, j'étais présent dans mon village. Mais j'ai suivi le discours de M. Macron. Je vais vous surprendre. Je ne suis pas choqué par ce qu'il dit du nationalisme. C'est-à-dire ce nationalisme qui serait agressif, qui méconnaîtrait l'existence de normes morales au-dessus de l'intérêt national, qui se refuserait à toute concession, sans souci de l'intérêt général de la communauté internationale. Sauf que, si j'ose dire, il y a un hic, ce nationalisme, ce n'est pas le mien. C'est le nationalisme révolutionnaire. C'est le nationalisme dont la Révolution française a été la matrice. Nationalisme agressif, nationalisme révolutionnaire, ça n'a rien à voir avec le patriotisme, en effet, M. Macron. Sauf que le discours procède de la volonté précisément de caricaturer la pensée de ses adversaires, c'est-à-dire ceux que nous sommes, qui restons attachés aux identités nationales, qui restons attachés à la préférence nationale. La préférence nationale, ça ne veut pas dire qu'on méconnaît le reste du monde. Ça veut dire que nous accordons la légitime priorité à nos compatriotes dans leur propre pays, comme les étrangers sont prioritaires dans le leur. Mais c'est cette hiérarchie. Nous ne méconnaissons pas la relation, les nécessités de compromis dans les relations internationales. Simplement, ce que nous voudrions, c'est que ces relations soient fondées sur l'intérêt réciproque et non pas toujours que les dirigeants français soient les premiers à faire la lâche abdication des intérêts des citoyens français qu'ils ont cependant pour mission de défendre. Emmanuel Macron méconnaît volontairement ou non ce qu'est pour vous le nationalisme et comment est-ce que vous le verriez en pratique de la politique si vous arriviez au pouvoir? Il caricature notre patriotisme pour en faire c'est de bonne guerre, vous me direz, c'est de toutes les propagandes. Et ça marche? Non, je ne crois pas que ça marche, justement. Je ne crois pas que ça marche du tout. Il caricature notre patriotisme pour en faire une espèce d'hydre nationalisme. Il met ses pas dans ceux de Mitterrand mourant, qui tenait un discours ici, le nationalisme c'est la guerre, et qui ensuite au cocktail de la préfecture reconnaissait devant Jean-Marie Le Pen et moi que c'était une figure de style qu'il avait utilisée en disant « je vous ai bien eu ». Voilà, donc, et qui n'y croyait pas plus que ça, qui croyait d'autant moins d'ailleurs qu'il avait tenu des propos sur le patriotisme des soldats allemands au cours de la Deuxième Guerre mondiale, quand même. Bon. L'armée européenne, en revanche, Emmanuel Macron en a parlé. Non, pareil, il y a d'abord une chose que c'est une question de conception. Il y a d'abord une chose que je voudrais dire, c'est que je déplore qu'au cours de cette cérémonie du 11 novembre, il n'y ait pas eu de défilé militaire. Dans mon enfance et dans ma jeunesse, tous les 11 novembre, il y avait un défilé militaire qui était pratiquement l'équivalent de celui du 14 juillet. Il y avait 60 chefs d'État et de gouvernement mais ça, qui étaient invités. C'était, semble-t-il, compliqué de faire un défilé militaire en présence des Allemands, par exemple. Non, mais c'est pas le problème. Les Allemands viennent ou ne viennent pas. Ils sont là le 14 juillet. Je pense qu'il aurait dû y avoir un défilé militaire. Tout se passe comme si en France, nous avons honte de nos victoires. C'est extraordinaire. Voilà une victoire qui a été acquise quand même à très grand prix. C'était par certains côtés, c'est vrai, une amère victoire, mais c'est une victoire. C'est une victoire extraordinaire. C'est une victoire du courage, de la ténacité acquise au prix de souffrances inouïes. Eh bien, en un temps où l'on veut honorer l'armée, que l'on envoie d'ailleurs se battre sur toutes sortes de théâtres d'opérations où il n'est pas absolument certain que son rôle soit indispensable, eh bien, je pense que la moindre des choses c'eût été d'organiser un défilé militaire, oui, mais pas simplement une cérémonie. Vous avez vu qu'Emmanuel Macron a essayé de parler de la victoire militaire, c'est ce qui a créé la polémique d'ailleurs. Oui, vous en avez entendu parler, l'hommage aux maréchaux. Cette polémique est tout à fait infondée. Cette polémique reposait sur le fait qu'il a dit que le maréchal Pétain avait été
l'organisateur de la victoire de Verdun, c'est tout à fait évident. C'est tout à fait évident. Et alors là, on a entendu des commentaires, mon Dieu, c'est affreux, il a parlé de la mémoire de Pétain pour autre chose que pour cracher sur sa tombe. Enfin, n'oublions pas que le procès du maréchal a été une injustice effroyable. Bon, que la Cour européenne des droits de l'homme a d'ailleurs reconnu qu'on a tout à fait le droit de le contester. Bon, d'ailleurs, je vois un certain nombre de gens qui, comme des héros, disaient qu'il fallait se battre jusqu'au bout. C'est facile de dire ça aujourd'hui. Hein, c'est facile de dire ça aujourd'hui. Mais dans la France de 1940, avec une armée vaincue, écrasée en quelques semaines, ayant déjà 200 000 morts à son actif, et alors il fallait se battre jusqu'au bout. Pour malgré tout une défaite certaine, c'est-à-dire avec le quart de la population sur les routes, pour aboutir à quoi? Pour aboutir à l'occupation du pays tout entier. Et quel eût été le sort de la France à ce moment-là, régi par un Gauleiter? Les Juifs n'auraient pas pu se réfugier, par exemple, en zone libre. Et je ne sais pas ce qu'aurait été le sort de la quasi-totalité d'entre eux, alors que la grande majorité, fort heureusement, a pu échapper à la déportation. Je reviens sur le 11 novembre. La présence de Donald Trump a là aussi beaucoup fait parler. À chaque fois qu'il s'agit de Donald Trump, il y a pléthore d'articles. Et la présence également des Femen qui ont voulu s'attaquer au cortège voiture de Donald Trump. Autour de cela, qu'est-ce que vous y avez vu? Notre incapacité à déjà assurer la sécurité du président américain? Oui, enfin encore qu'elles ne l'ont menacé que de leur seins nus. Moi-même, on m'avait fait le coup lors d'un défilé de Jeanne d'Arc, et une de ces dames à la poitrine avantageuse m'avait laissé son chemisier, qu'elle n'est pas venue récupérer d'ailleurs. Bon, non, mais il faut, toute plaisanterie mise à part, c'est absolument insupportable. Parce que ces bonnes femmes, dont la plupart sont d'origine étrangère et qui font rien d'autre que de perturber l'ordre public, qui ont accompli quand même à la Madeleine, à Notre-Dame, de véritables profanations en se mettant des morceaux de chair sanguinolente dans le sexe pour simuler un avortement à la Madeleine, en frappant sur les cloches de Notre-Dame. Et qu'est-ce qui a été condamné dans cette affaire? C'est les malheureux vigiles d'origine étrangère qui les ont expulsés. Et quand vous rapprochez ça des condamnations sévères, dont une de 5 ans de privation de droits civils, civiques et de famille infligés aux malheureux manifestants qui ont mis une banderole sur la mosquée de Poitiers, ce que personnellement je n'aurais pas fait. Je le dis tout de suite. Je n'approuve pas leur acte. Mais quand même, quand vous voyez bien là qu'il y a en France 2 poids et 2 mesures, c'est un véritable scandale que ça perdure. Mais les visas de toutes ces bonnes femmes auraient dû être rapportés depuis longtemps. Elles auraient dû expulser vers leur Ukraine natale. Vous trouvez très grossier qu'on les considère comme des héroïques combattants d'une cause politique? Bon, écoutez, moi je connais une héroïne combattante de la guerre 14-18 que j'ai bien connue, car elle est morte à plus de 90 ans, c'était ma grand-tante Renée Flourens. Ça a été une infirmière absolument héroïque qui a créé dans les Balkans le service d'infirmerie, qui a risqué sa vie, qui a été décorée personnellement par le roi des Belges, personnellement par le roi de Roumanie, qui était chevalier de la Légion d'honneur. Il n'y avait pas beaucoup de femmes chevaliers de la Légion d'honneur à titre militaire. Ça, c'était ma grand-tante Renée Flourens. Je préfère évoquer son souvenir que celui de ses excentricités. Mobilisation en France. Une dernière chose quand même sur Trump, si vous le permettez. Sur Trump, c'est quand même. Alors, on a dit, mais c'est abominable, il boycotte le Forum pour la paix, etc. Je trouve que tout ça est parfaitement absurde. Trump a fait l'effort de venir des États-Unis en France. Je trouve qu'on devrait, pour ces cérémonies, on devrait lui en être reconnaissant. Mais nos commentateurs français, francophones, je n'ose dire franchouillards, pour une fois, ne savent pas qu'aux États-Unis aussi, il y a des cérémonies, et qu'il y a des cérémonies qui appellent la présence du président des États-Unis. Oh, c'est absurde. Allez, je repasse à un sujet peut-être plus conventionnel. Les Gilets jaunes, c'est la mobilisation qui aura lieu samedi. Oui. Vous soutenez cette contestation populaire? Je la soutiens. Vous faites un peu de récupération politique? Je comprends. C'est le propre des partis politiques que de faire de la récupération politique. Si les partis politiques ne servent pas à récupérer, ils servent à quoi? Ils servent à récupérer ou à insuffler. Moi, ça fait 5 ans, 10 ans
que je proteste contre la persécution des automobilistes. Ça m'a même été reproché. On m'a dit arrêtez dans vos émissions au Parlement européen de parler des embouteillages à Paris, par exemple, créés par la politique absurde de Mme Hidalgo. Bon, je parle de la persécution des automobilistes il y a 20 ans déjà, un haut magistrat, Monsieur Gallo, aujourd'hui, je crois, maire sans étiquette des Sables-d'Olonne, dénonçait dans un livre. C'est devenu le dernier exercice de fermeté d'un pouvoir par ailleurs totalement déliquescent. On voit bien qu'en France, le pouvoir est déliquescent. Il ne résout ni le problème de l'inflation, des dépenses, ni le problème de l'immigration massive, ni le problème de l'insécurité croissante, ni le problème de l'inadaptation de notre système éducatif. Et ça ne va pas mieux avec Macron que ça n'allait avec ses prédécesseurs. Le seul truc où on peut faire sentir le poids de l'État, c'est sur Bitrus, c'est sur le malheureux contribuable de base, et c'est sur les automobilistes. Et là, il y a un phénomène de ras-le-bol qui, à mon avis, n'est pas seulement dû au prix de l'essence, qui monte de façon tout à fait excessive, avec des prétextes écologistes. Alors je vois bien que les gens de la France insoumise, les amis de M. Mélenchon, vont aussi soutenir ce mouvement. Sauf que eux, ils ont voté au nom de l'écologie toutes les augmentations sur la fiscalité de l'énergie. Je vais vous donner un seul exemple. Dans la taxe sur la consommation de produits énergétiques, il y a maintenant une taxe carbone, alors qu'on ne sait absolument pas en réalité si le réchauffement climatique, qui est réel, est dû véritablement au CO2. Il y avait beaucoup plus de CO2 dans l'atmosphère à l'ère primaire qu'il y en a aujourd'hui, fermons la parenthèse. Bon, cette taxe, elle a été créée en 2014 à 7 € la tonne de CO2. 7 €. Bon. En 2018, c'est passé à 44 €. D'accord ? En 2019, 55 €. 2020, 65, et il est question de la porter à 100 € en 2030. C'est insupportable. Et je viens d'apprendre aujourd'hui que dans les mesures qu'il envisage, le gouvernement prévoirait l'interdiction des chaudières à fioul. Oui, à horizon d'une dizaine d'années, 10 ans. Je vais me chauffer comment, moi? Électrique dans ou ma gaz? Campagne. Électricité ou gaz? On sait que le chauffage électrique... Oui, mais qui va payer j'ai changé précisément ma chaudière pour une chaudière à condensation, avec d'ailleurs, en partie, un petit crédit d'impôt octroyé par l'État. Et maintenant que je vais envoyer tout ça à la casse, l'État a incité pareillement les citoyens à acheter des voitures diesel. Les 2 tiers pratiquement des voitures françaises vendues étaient des voitures à motorisation diesel. Et maintenant, on vient leur dire c'est abominable, vous dispersez des particules fines, on va vous interdire le centre des villes, on va envoyer vos voitures à la casse. Écoutez, c'est se foutre du monde, littéralement. Ces interventions sont absolument insupportables. Alors, je suis d'accord avec vous. Pour une fois, peut-être que le gouvernement fait marche arrière. D'accord, mais pour une fois que le gouvernement fait marche arrière sur un problème qui a priori... Non. A priori, c'est ce qu'on comprend. En quoi est-ce qu'il fait marche arrière, monsieur? Vous me dites qu'ils ont soutenu pendant des années et des années la filière diesel. Aujourd'hui, ils reconnaissent leur erreur, ils font marche arrière. Vous préfériez peut-être qu'ils le fassent sur d'autres sujets aussi? Mais ils peuvent faire marche arrière différemment. S'ils veulent supprimer l'avantage comparatif du diesel, ils pourraient diminuer la fiscalité sur l'essence. Mais moi, je vais vous dire, là aussi, peut-être je vais vous surprendre, moi, je ne suis pas hostile, par principe, à ce qu'il y ait une fiscalité lourde sur l'énergie. Je vais vous surprendre, j'étais même partisan d'une proposition qu'avait fait une personnalité il y a plus de 50 ans, M. Schuller, qui n'est autre que le père de Mme Liliane Bettencourt, qui avait une proposition qui était l'impôt unique sur l'énergie. Comme l'énergie est diffuse partout, on consomme de l'énergie. Quand on achète des vêtements, c'est de l'énergie. Quand on conduit sa voiture, c'est de l'énergie. Quand on se chauffe ou s'éclaire, c'est de l'énergie. Et toutes les énergies polluent, diriez-vous? Bon, eh bien, et toutes les énergies polluent, et nous sommes... Et elle creuse le déficit de notre balance commerciale, alors taxons l'énergie. Mais taxons l'énergie à condition que les autres impôts diminuent. Moi, si on m'annonçait que le prix à la pompe était de 2 €, mais qu'on supprime par exemple l'impôt sur les revenus du produit du travail, ce qui était autrefois une grande proposition du Front National et qui, je crois, était beaucoup plus réaliste
qu'on ne veut bien le dire, ben, à la rigueur, ça pourrait se discuter. Mais ce qui est insupportable, c'est que ces fiscalités s'ajoutent constamment les unes aux autres. Et que je sais bien qu'il y a eu la promesse macronienne de supprimer la taxe d'habitation. Mais les gens voient bien que cette promesse a pour contrepartie une augmentation dans absolument tous les domaines et qu'on les a pris pour des imbéciles. Et les Français, on les prend pour des imbéciles, on les traite comme tels, et au bout d'un certain temps, eh bien, ils finissent par se rebiffer, et c'est ce qui arrive. Le Parisien aujourd'hui en France a fait une révélation. La directrice du registre des malformations en Rhône-Alpes, dont on a beaucoup parlé. Je ne sais pas si c'est un registre officiel. En tout cas, pour l'affaire des bébés nés sans bras, Emmanuelle Amar a révélé qu'en 1981, juste après son bac, elle rentre à la faculté de droit et que là, elle y croise un leader du Front National et que du coup, ça la dégoûte du droit et qu'elle part dans une autre filière, la filière sanitaire. Aujourd'hui, c'est la lanceuse d'alerte. Vous avez fait naître, par votre présence à la faculté de Lyon en 81, une vocation. Oui, parce que ce leader, c'était Bruno Gollnisch. J'espère que les conclusions scientifiques de Mme Amar, relativement à ces malformations évidemment très douloureuses. Terrible dans l'Ain, dans le département de l'Ain. J'espère que c'est plus sérieux. J'espère que c'est plus sérieux que ce qu'elle raconte. Parce qu'elle, il lui manque, à coup sûr, un certain nombre de neurones de l'honnêteté pour raconter de pareilles fariboles, mais qui vont lui permettre de se faire bien voir politiquement. Vous étiez bien engagé à Lyon. Pour une raison très simple, c'est que je n'étais pas du tout, en 1981, connu pour mes sympathies Front National, qui ne seront connues à Lyon qu'en 1983, premièrement, et deuxièmement, qu'en 1981, à la faculté de Lyon, à la faculté de droit de Lyon, je n'enseignais pas. Voilà. Par conséquent, Madame Amar ment. Mais ce petit mensonge fait tellement bien dans le tableau. C'est du même ordre que la bonne femme qui a prétendu avoir été violée par le juge Kavanaugh, vous savez, celui dont on disait qu'il s'était rendu coupable de harcèlement sexuel. Aux États-Unis. Voilà, aux États-Unis. Il est aujourd'hui avéré, prouvé notamment par la rétractation tardive de cette misérable, que c'était totalement bidon. Et elle n'a jamais été touchée par M. Kavanaugh parce qu'elle ne l'a jamais rencontré. Simplement, elle n'aimait pas les idées politiques de M. Kavanaugh et elle avait inventé ça. Vous voyez, ça s'appelle une dénonciation calomnieuse. D'ailleurs, dans ce cas américain, dans le cas de Mme Amar, ça ne mérite rien d'autre que le mépris. Mais dans le cas des États-Unis, c'est une dénonciation calomnieuse, ce qui est un crime très grave. Dont acte. Nous avons suivi tout à l'heure une conférence de presse que vous donniez avec la délégation du Parlement européen pour les relations avec la péninsule de Corée, parce que vous revenez d'un voyage officiel et diplomatique, peut-être même, en Corée du Nord. Vous, Bruno Gollnisch, vous êtes allé en Corée du Nord ? Je suis allé en Corée du Nord, j'avais annoncé d'ailleurs que j'irais, à la demande d'ailleurs de son président, M. Nirj Deva, qui est un conservateur britannique, originaire du Sri Lanka, qui est un homme de grand dynamisme, qui a arraché cela, qui a dit à très juste titre qu'il était président de la délégation chargée des relations avec la péninsule coréenne, que dans la péninsule coréenne, il y a la Corée du Sud, évidemment, avec laquelle nous avons les meilleures relations. Son ambassadeur est un de nos amis, peut-on dire, on le voit souvent, mais il y a aussi le Nord. Et le Nord posait problème, puisqu'il fut un temps, il y a quelques mois, où l'on se demandait s'il n'y allait pas avoir une guerre entre les États-Unis, qui voyaient d'un très mauvais œil que le Nord se dote de l'arme atomique. Eh bien, M. Deva a voulu, sans se faire d'illusions, nous ne sommes pas une puissance militaire, et à mon avis, nous ne devons pas le devenir au Parlement européen. L'Europe ne doit pas devenir une puissance militaire, l'Union européenne en tant que telle, en tout cas. Mais nous avons peut-être, fort de notre faiblesse, une possibilité de proposer des bons offices, de proposer une médiation. Et c'est ce que nous sommes allés faire. Nous étions 3 parlementaires, M. Deva, un socialiste allemand et moi-même, ainsi qu'un ancien parlementaire libéral italien. Et je crois que nous avons fait du bon travail. Nous avons été à Pyongyang, nous avons été dans la campagne, nous avons vu de nombreux officiels de très haut rang. C'était un régime communiste. Je ne suis pas communiste. Chacun le sait très bien et je ne le suis pas devenu. Mais je pense que rien ne serait pire que la guerre. Je crois que la politique américaine, qui est celle du tout ou rien et qui exige
que la Corée du Nord désarme complètement et n'est pas une politique réaliste. Car Kim Jong-un, le leader actuel de la Corée du Nord, a médité ce qui est arrivé à Kadhafi, à Saddam Hussein, etc. Et pour lui, cette arme nucléaire représente son assurance-vie. Par conséquent, on n'obtiendra qu'il s'en détache que si on offre des garanties en contrepartie. Et ce pourrait être notamment un traité de paix dans ce secteur où l'on est toujours officiellement en guerre, puisque la ligne de démarcation qui sépare à Panmunjom la Corée du Nord de la Corée du Sud, ce n'est jamais qu'une ligne d'armistice. Par conséquent, je crois qu'il y a une possibilité, malgré tout, de step by step, comme disent les Britanniques, progressivement, pas à pas, donnant. Nous ne sommes pas naïfs, avec des concessions vérifiées à chaque fois, peut-être d'aboutir à une désescalade et, je l'espère, à un traité de paix dont la péninsule coréenne aurait le plus besoin en attendant sa réunification. Madame Merkel, elle, est venue au Parlement européen, c'était hier, pour parler de l'avenir de l'Europe. Vous avez suivi ce débat ? Oui, j'ai suivi ce débat de bout en bout. Je l'ai même interpellé courtoisement à un moment. Mais elle a tenu un discours extraordinairement européiste. C'est la mieux parlée pour parler d'avenir ? Non. La mieux placée, pardon, pour parler d'avenir ? Pas forcément, parce que sa carrière, c'est une femme d'expérience, peut-on dire. Mais sa carrière politique, apparemment, se termine prochainement. Mais elle est légitime pour parler, bien sûr. C'est une des dirigeantes des principes du pays le plus peuplé de l'Union européenne, ne serait-ce qu'à ce titre. Simplement, elle tient un discours qui est macronien en faveur d'une armée européenne. Je crois que c'est tout à fait illusoire. Je crois que nos intérêts ne sont pas les mêmes, que quand on touche à ce qu'on appelle le régalien, il faut conserver l'indépendance des États, ce qui n'empêche pas de développer les coopérations entre ces mêmes États à l'intérieur d'un ensemble européen. En matière budgétaire, les Italiens, eux, entendent maintenir leur indépendance puisqu'ils ont signifié à la Commission européenne que le budget qu'ils présenteront serait le même que celui qu'ils avaient avancé 2 semaines avant et qu'ils ne modifieront pas le budget. C'est quoi, un acte de résistance ? Oui, c'est un acte de résistance, c'est un acte de maintien de leur indépendance et il signifie très clairement à la Commission européenne qu'ils n'entendent pas se placer sous sa tutelle. Et on Alors, suivra... évidemment, ça pose un certain nombre de problèmes par rapport à la monnaie unique, mais voilà, c'est un refus de l'austérité. C'est un refus... Le budget n'est pas encore rejeté par la Commission, ceci étant dit. C'est un refus de l'austérité, c'est un refus de la tutelle de la Commission. On va voir quels sont les développements, ça va être intéressant. Enfin, sur votre compte Twitter et votre page Facebook, j'ai vu que vous aviez rendu un hommage à Jean-Pierre Stirbois, qui est un cadre de votre mouvement décédé, et je crois il y a 30 ans. Il y a 30 ans, jour pour jour, nous étions en petite délégation précisément du Rassemblement national, anciennement Front national, sur sa tombe au Père-Lachaise, qui est aussi la tombe de Marie-France d'ailleurs, son épouse, que j'avais connue lorsqu'elle n'était pas mariée à l'époque, ni même fiancée, étudiante à l'université de Nanterre en 76-68. C'est-à-dire que nous avons fait face au gauchisme et elle n'y était déjà pas favorable, je vous prie de le croire. C'est une femme extrêmement courageuse, comme son mari Jean-Pierre, qui était un ami très cher. J'étais extrêmement proche je ne veux pas faire parler les morts, mais je crois que j'étais peut-être le plus proche de Jean-Pierre Stirbois au sein du Front national. C'est lui qui m'avait demandé d'assumer la direction de la Fédération du Rhône, de reprendre la Fédération du Rhône. C'est lui qui avait recommandé à Jean-Marie Le Pen de me faire entrer au bureau politique, de me donner la présidence des commissions d'études de notre mouvement. Et je voudrais rappeler quand même que Jean-Pierre, qui était un secrétaire général qui a véritablement structuré le Front national sous l'autorité de Jean-Marie Le Pen à l'époque, était un militant avant tout. Et il avait accompli un véritable marathon à l'occasion précisément de l'affaire calédonienne. Il avait accompli un véritable marathon pour faire campagne dans ces territoires et convaincre les populations lors du référendum d'il y a 30 ans. De rester français, absolument.
L'histoire ricoche. Il a fait un marathon extraordinaire. Il est rentré de Nouvelle-Calédonie. Le décalage est total. C'est le jour, la nuit, 12 heures. Épuisant. Il a fait encore une réunion dans le sud de la France. Puis il a fait une dernière réunion dans le nord de la France. Et enfin, une troisième, sans prendre un instant de repos à Dreux. Et c'est en revenant de Dreux, alors qu'il conduisait lui-même sa voiture, que d'épuisement, il s'est vraisemblablement assoupi ou a eu un moment d'inattention qui a provoqué l'accident qui lui a été fatal. Bien, je dois dire que c'est extrêmement émouvant parce que nous avons eu à la fois le 30e anniversaire de sa mort, au moment précisément où la Nouvelle-Calédonie décidait, et j'espère que maintenant c'est définitif, quoi qu'on en dise, décidait de rester française. Et je crois que c'est la victoire posthume que l'on doit notamment à Jean-Pierre Stirbois. Je crois que c'est très important parce que ces territoires d'outre-mer nous valent le premier empire maritime du monde encore aujourd'hui. C'est grâce aux confettis de notre ancien empire, à ces territoires insulaires répandus sur tous les océans, que nous disposons de 11 millions de kilomètres carrés de zones économiques exclusives maritimes qui sont encore très sous-exploités, mais qui sont un gage, je pense, de prospérité pour l'avenir. Merci du temps que vous nous avez accordé et bonne continuation dans cette session. Au revoir.